petit message qui vous dit que ça enregistre. Je sais pas, moi je le vois pas. J'espère que c'est bon. Et donc voilà, vous avez normalement tous reçu votre petit colis avec les raviolis que j'espère que vous avez eu le temps de réchauffer, soit au bœuf, soit aux légumes. La boisson Geek, qui est un jus de fruits, c'est pas un soda, et un espèce de dessert gourmand avec plein de petites choses. Et maintenant, je laisse la parole à Jordan. Attends, je coupe mon micro. Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on me voit? Ah, on me voit? Très bien. Ouais, on te voit, Jordan. Bonjour à tous, heureux que vous soyez aussi nombreux. Je m'appelle Jordan Piorin. Là, je suis actuellement en mission chez Onet. Je suis développeur full stack, principalement, je fais du Java et de l'Angular. Avant ça, je suis passé 4 ans chez Decathlon. Et avant ça, j'étais en alternance ici chez Unis. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Kafka et aussi de containers. Docker. Donc tout d'abord, on va voir un petit peu le contexte qui m'a permis de faire ce POC, comment ça s'est passé. Et ensuite, on parlera plus en détail de Kafka, les notions un petit peu autour de ça, qu'est-ce qu'on peut en faire, pourquoi c'est utile. On verra ensuite les containers, comment on peut mixer un peu ces deux notions pour en faire un chat. On passera un petit peu sur le code pour vous montrer comment ça fonctionne. On verra une démo et on verra aussi ce qui aurait pu être amélioré. Donc tout d'abord le contexte, comme j'ai dit, je suis en mission chez Onet, où il y a une limite de 215 jours de prestations par an, donc ce qui fait qu'en fin d'année, j'ai dû sortir quelques jours où j'étais en intercontrat. Et Jean-Yves m'a proposé du coup de faire un POC autour de Kafka, histoire de voir un petit peu ce qui est possible de faire, à quoi ça pourrait servir, et est-ce qu'on peut facilement le mettre en place. Donc le but c'était de faire un peu un chat qu'on aurait mis dans des containers pour démarrer facilement. Donc ça mélange plusieurs notions, à savoir que moi je connaissais Kafka simplement de nom. Pour ce qui est de Docker, j'ai eu la chance ici d'avoir une formation de 2 jours, mais que j'ai pas pu mettre en pratique derrière, donc on oublie vite. Donc ça faisait pas mal de nouvelles notions un peu à mélanger. Donc on verra sur la fin qu'avec le recul, il y a quand même des choses qui auraient pu être mieux faites, et on verra comment on aurait pu faire ça un petit peu mieux. Donc Kafka, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un système de messagerie distribuée qui est prévu pour gérer beaucoup de flux de données en temps réel. Ça date de 2011, donc en termes informatiques, c'est à la fois long et assez récent. Ça a été fait par LinkedIn au début, qui avait des besoins un peu spécifiques, et ça a été récupéré par Apache et Confluent depuis. Donc ça se base sur un système de publish subscribe. Donc en gros, il y a des applications d'un côté qui vont pousser des messages dans Kafka. Kafka gère un peu tous ces messages-là, et il y a d'autres applis de l'autre côté qui vont souscrire, qui vont s'abonner en gros, et qui vont recevoir ces messages. Le but de Kafka, c'est vraiment assurer une haute scalabilité, gérer vraiment des gros volumes de données. Et c'est d'ailleurs utilisé par des grosses sociétés comme Netflix, Twitter, LinkedIn, qui ont vraiment des gros besoins. On peut voir un petit peu sur le schéma de droite que Kafka va agir comme un middleware. En fait, ça va être au centre du SI, et il y aura beaucoup d'applications qui vont graviter autour, qui vont venir s'y connecter. Certaines vont pousser des informations, d'autres vont les recevoir, parfois les deux. Et on voit qu'on peut se connecter à différents types d'applications. Enfin, il n'y a pas que des applications, on peut voir qu'il y a des bases de données, on peut le connecter à Elasticsearch, à vraiment beaucoup de choses différentes. Donc, comment est né Kafka et quel était le besoin initial? J'ai trouvé cet exemple-là assez parlant. On va prendre l'exemple d'une application qui gère des résultats sportifs en temps réel, donc là des matchs de basket. Et donc à chaque fois qu'il y a un événement dans un match, quelqu'un qui marque, une faute, un joueur qui sort, il y a un événement qui va être poussé dans une queue, ce qu'on pourrait trouver actuellement, c'est des fichiers queue pour ceux qui connaissent. Donc chaque événement est poussé, et derrière il y a une ou plusieurs applis qui vont dépiler ces événements, qui vont effectuer un traitement et qui vont l'afficher. Le problème qu'on a, lorsqu'on va commencer à suivre beaucoup de matchs en parallèle, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'informations qui vont être poussées dans la queue,
et à un moment, on risque d'arriver à saturation et de ne pas dépiler assez vite de l'autre côté, par exemple. Donc, une fois que ça arrive, forcément, plus rien ne fonctionne, c'est la catastrophe. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système qui pourrait scale un petit peu? C'est là qu'intervient Kafka. Donc, Kafka, donc on va un peu définir les termes pour que ce soit un peu plus simple, mais ça se présente un petit peu comme ça. Notre queue devient ce qu'on appelle un topic. On retrouve de chaque côté des producteurs, donc c'est une application qui va pousser de l'information, et de l'autre côté, un ou plusieurs consumers, donc des applis qui vont venir traiter, recevoir ces informations. Notre queue devient donc un topic, et on voit que l'avantage, c'est que c'est séparé en plusieurs parties. Chaque partie s'appelle une partition, qui peuvent être sur plusieurs serveurs différents. C'est aussi un des avantages, c'est qu'on dit un système distribué, c'est ça, chaque partition peut être sur différents serveurs. Donc, on n'est pas limité en termes de place. À chaque fois qu'on rajoute des serveurs, on peut stocker plus d'informations. Chaque serveur qui possède une partition, on appelle ça un broker. Dans ces partitions, chaque message enregistré, on appelle ça un record. Et chaque partition possède une suite d'ID uniques permettant d'identifier un message à l'intérieur. On appelle ça un offset. Donc, en gros, pour identifier un message qui est dans Kafka, on a besoin de cette triptyque topic, partition, offset. Et ça nous permet de retrouver un message un peu n'importe où. Le problème qu'on peut avoir, une queue, par définition, c'est ordonné. Les événements arrivent dans un certain ordre. Donc, à partir du moment où on va essayer de découper comme ça en plusieurs partitions, il faudrait que l'ordre soit garanti ou qu'on puisse au moins traiter les informations de façon logique, qu'on puisse les retrouver. C'est là qu'intervient la partition key. On pourrait par exemple se prendre le nom du match comme clé d'entrée. Et donc, sur chaque partition, on va rentrer les données relatives au match. Ce qui nous permet ensuite, en lisant partition par partition, de retrouver les informations dans l'ordre souhaité. Ce qui va nous permettre, du coup, on a un scaling au niveau des partitions qui nous permettent d'enregistrer vraiment beaucoup de données. Ce qui serait bien maintenant, c'est aussi d'avoir un scaling au niveau de la lecture de ces données pour pouvoir traiter rapidement les données derrière. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle les consumer groups, qui est en fait un ensemble de consumers. Ici, on peut voir les différents logos en rouge. Ça va être différentes applications qui agissent comme une seule unité logique. Et donc, chacun va lire sa partition. Donc, là, dans l'exemple qu'on a ici, si à chaque fois ce sont des matchs différents, on peut traiter différents matchs en parallèle. Et donc, chacun peut lire sa partition et assembler ses données tout en gardant une certaine cohérence. On peut voir que s'il y a deux consumer groups, chacun a son pointeur en gros dans la partition. C'est les flèches qu'on peut voir en dessous. Donc, chaque deux consumer groups peuvent lire à leur rythme en gros les partitions. Pour supprimer ces données dans Kafka, on utilise un système de retention policy. Donc, on configure combien de temps sont gardées en mémoire ces informations, ce qui permet ensuite de libérer de la place. On a donc un système de réplication de données également qui est possible. Donc, les partitions peuvent être répliquées sur plusieurs serveurs, ce qui permet de garder des données qui peuvent être potentiellement assez critiques. Si un serveur lâche, les données ne sont pas perdues. Il faut savoir que Kafka écrit vraiment physiquement les données sur des disques. Donc, si le système s'arrête et qu'on redémarre plus tard, ce n'est pas quelque chose qui est gardé en mémoire. C'est persistant. Les données ne seront pas perdues. On peut donc quand même garder des données assez critiques avec Kafka. Donc ça, c'était un peu pour la partie Kafka. On va voir, donc on comprend bien qu'on peut l'utiliser pour pousser, récupérer des informations. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'un container, comment on peut l'utiliser et comment mixer un peu ces informations. Alors, je ne sais pas si le niveau de connaissance que les gens ont sur Docker, donc on va le définir simplement en rentrant pas énormément dans le détail, parce que ça mériterait un DLL en lui-même.
mais c'est pour comprendre un peu les notions. Quelque chose qui est un peu plus connu, ce serait les machines virtuelles. En gros, c'est une simulation d'un environnement où on réplique, où on copie un OS et on simule le hardware nécessaire au fonctionnement de celui-ci. Docker reprend un petit peu ces notions-là, sauf qu'il va directement dialoguer avec l'OS du système hôte. Et du coup, on peut voir qu'on gagne une couche. Et cette couche-là, en fait, c'est quelque chose qui nous fait gagner énormément de performance et de place. Donc, on estime qu'on peut mettre sur un serveur environ 3 fois plus de containers que de machines virtuelles. Donc, comment ça fonctionne? Dans notre projet, on va rajouter ce qu'on appelle un Dockerfile, qui est un script. Et celui-ci va nous permettre de construire une image à partir de laquelle on créera plusieurs containers. Pour utiliser un peu quelque chose d'imagé, une image, on peut considérer que c'est un peu une recette de cuisine à partir de laquelle on peut faire plusieurs fois le même plat qui serait donc les containers. Donc nous, dans notre cas, on va avoir plusieurs containers. On va en créer plusieurs, un pour Kafka, un pour nos autres applis qui vont lire ou écrire dans Kafka. Donc ce qu'on a besoin, c'est d'une surcouche qu'on appelle Docker Compose, qui sera un script à la racine, qui va gérer ces différents Docker files pour ensuite créer plusieurs containers. Il faut savoir que les containers sont des environnements isolés. Donc le Docker Compose nous permettra un peu de paramétrer ces containers pour qu'ils puissent se parler entre eux, qu'ils démarrent dans le bon ordre et assurer une bonne exécution des différentes applis ensemble. Donc voilà ce qu'on va essayer de construire. Je n'ai pas parlé de Zookeeper, c'est quelque chose d'un peu à part. Il faut savoir qu'actuellement, Kafka a besoin de Zookeeper pour fonctionner. Ce sera bientôt plus le cas, donc je n'en parle pas vraiment. Ça sert à gérer les nœuds Kafka, c'est totalement transparent pour nous. Il faut juste que les deux applis tournent ensemble et puissent se parler. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Donc on aura ici, chaque boîte grise représente en fait un container. On aura donc un container avec Zookeeper, un container avec Kafka. Notre Kafka contiendra 2 topics, un pour recevoir des messages, un second pour recevoir des images. Il y aura ensuite un container Spring Boot, donc une appli Spring Boot qui pourra pousser des messages et en même temps qui va recevoir des messages à chaque fois que c'est poussé. Et en bout de chaîne, on aura un container avec une appli Angular qui va écouter via des WebSockets cette appli Spring Boot pour afficher en temps réel les messages qui arrivent et un petit champ pour pouvoir pousser des messages dans Kafka également. Donc, on va faire une petite démo. Ouais, tu peux. Je lance. Je te lance? Ouais, vas-y, lance. Donc là, on peut voir. Hop. Alors, je ne sais pas si c'est assez grand. J'espère que vous voyez bien. Et donc, on peut voir que là, en gros, je lance mon Docker Compose qui va lancer les différents containers. On les voit qui se démarrent dans le bon ordre. Hop. On les voit qui se lancent dans le bon ordre. Donc, on a d'abord Zookeeper qui va se lancer, puis Kafka. Ensuite, notre appli Spring Boot. Et enfin, l'appli Angular. Donc, les containers vont se démarrer et vont pouvoir échanger un peu les uns avec les autres. Hop. On a ensuite en arrière-plan ici 2 fenêtres distinctes qui sont lancées, hop, avec 2 fois donc l'application de chat. Et on peut voir que quand on envoie un message, ça apparaît de l'autre côté. Alors, le premier message est un peu coupé. Pardonnerez mon CSS. Mais voilà, on voit que les messages un peu arrivent, quand on tape d'un côté, ça arrive de l'autre côté. Parce que les deux écoutent via ce WebSocket sur l'appli Spring Boot qui reçoit les messages Kafka. J'ai ici créé en fait un petit appel qui va générer beaucoup de messages en automatique pour éviter de tout remplir à la main. Et une fois qu'on l'appelle, l'appli Spring Boot va pousser plein de messages dans Kafka qui vont redescendre par cette même appli et arriver sur le front. Donc on peut voir qu'il y a tous les messages qui sont arrivés. On peut également upload des images, hop, comme on le voit ici.
Et pareil, une fois qu'on upload, ça arrive, ça se met automatiquement à jour de l'autre côté. On reçoit les différentes images. Hop, je vais reprendre la main pour vous montrer un petit peu comment ça se passe dans le code. Alors, hop, alors, normalement, vous devriez voir mon écran. C'est bon? Hop. Oui, on voit ton écran. Très bien. Donc, on va commencer par le Docker Compose, qui est un petit peu le fichier qui chapeaute un petit peu tout ça. On peut voir qu'on va définir différents services. Donc, un service, c'est une application, ça va être un container. On a tout d'abord le backend server, qui sera notre application Spring Boot. On lui donne le lien vers le Dockerfile de cette application pour qu'il puisse la builder et la démarrer. Ensuite, on a dit qu'un container, c'était un environnement qui est isolé. Mais nous, on a besoin que nos containers se parlent et on a besoin, depuis notre poste, de pouvoir lui parler pour l'afficher dans notre navigateur. Donc, ici, on dit qu'en gros, qu'on mappe le port 8081 du container sur le port 8081 de notre ordinateur à nous. On lui dit qu'il dépend de Kafka. Notre appli Spring Boot, vu qu'elle va s'enregistrer auprès de Kafka, elle a besoin que Kafka soit déjà démarré. Donc on lui dit qu'elle dépend de cette application. Et ensuite, Docker démarrera en gros les containers dans le bon ordre. On lui dit que les applications sont liées pour qu'elles puissent communiquer. On a ici notre deuxième container qui sera le front-end de l'application Angular. Donc pareil, on lui donne le lien vers le Dockerfile. On lui dit que cette fois, elle est liée au back-end, à notre appli Spring Boot, pour qu'elle démarre après qu'elle puisse lui parler. Et on mappe le port 80 sur notre port 80 à nous, ce qui nous permet, comme on l'a vu dans la démo, de pouvoir y accéder depuis notre navigateur. On déclare ensuite Zookeeper, on a dit qu'on en a besoin. Alors ici, petite subtilité, on se base sur une image déjà existante. Donc il faut voir ça un petit peu comme les repositories Maven ou les NPM pour le front. Il y a déjà énormément d'images qui existent. Si on compare ça aux recettes, c'est pareil, il y a déjà des livres de cuisine qui existent et on peut venir piocher sur quelque chose déjà existant. Donc c'est ce qu'on fait ici pour Zookeeper, mais également pour Kafka. Ici, on voit qu'on récupère une image existante en la paramétrant un petit peu, donc on lui précise les ports qu'on va utiliser. Ici, on lui dit de mapper son hostname vers un alias qui va s'appeler Kafka, qui nous permettra ensuite, on le verra dans l'application Spring Boot, de pouvoir lui dialoguer avec elle sans savoir exactement où est-ce qu'elle se trouve sur notre ordinateur. Donc on configure les ports pour pouvoir écouter. On lui dit où se trouve Zookeeper pour qu'il puisse communiquer. Et ici, on va directement créer, via ici un argument qu'on passe, deux topics. Donc, notre topic message et notre topic image, avec une seule partition. Et ici, c'est le deuxième paramètre, c'est pour la réplication. Donc là, pour notre exemple assez basique, on n'a pas besoin de plusieurs niveaux de réplication de données. Et on lui dit que ça dépend de Zookeeper pour qu'elle démarre dans le bon ordre. Ça, c'est pour le fichier qui chapeaute un petit peu tout. On va voir dans notre Dockerfile ici. Ça, c'est notre Dockerfile de notre application Angular. Donc, ça se présente un petit peu comme ça. On lui dit qu'on va utiliser un serveur web NGX. Donc, c'est pareil, qui va venir d'une image déjà existante. On lui dit ensuite qu'on copie l'intégralité des fichiers qui se trouvent dans dist, qui est le répertoire dans lequel notre projet se build. On le copie vers le serveur web. On lui copie la configuration du serveur. Et tout fonctionne. Pour notre front, on a donc un formulaire classique, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ici, alors ça se présente comme ça, j'ai utilisé SockJS pour écouter sur le socket de l'application Spring Boot. On lui donne l'URL vers laquelle on écoute et on vient mettre à jour ici des messages qu'on pousse dans une liste. On a également une URL pour pouvoir ajouter un message qui va appeler notre application.
Donc, rien de très compliqué. Et pour ce qui est de notre application Spring Boot, qui va directement interagir, elle, avec Kafka. Alors, on a une dépendance vers Kafka qui nous permet d'utiliser la notation enable Kafka. On configure ici notre produceur qui va nous permettre de pousser des messages dans Kafka. Et on voit ici, c'est le côté un petit peu magique qui m'a valu au moins une grosse journée de debug. Ici, en gros, on doit préciser l'adresse où se trouve Kafka pour qu'il puisse communiquer. Et donc, on dit que ça vient de ce fichier de properties kafka.adresse. Et si on regarde ça, Kafka adresse, on voit qu'on peut, comme ça, mettre directement Kafka 2.90.92. Et ce Kafka est en fait un alias qui vient de notre Docker Compose ici, où on avait appelé l'hostname Kafka. Donc nous, on ne sait pas vraiment où il est sur notre ordinateur, mais Docker fait le lien entre les deux. On voit ici qu'on précise un petit peu quel type de données on pousse. Je suis resté sur des chaînes de caractères. On pourrait pousser d'autres types connus. C'était d'ailleurs normalement ce que je prévoyais de faire pour pousser vraiment des images. Mais la contrainte de temps a fait que je n'ai pas eu le temps. Ici, on configure notre consumer qui va lire les messages. Donc, pareil, on récupère des chaînes de caractères. J'ai ajouté un groupe qui n'est pas forcément utile parce qu'il est seul dans son groupe. Et ici, on configure deux sockets pour que le front puisse venir lire les messages qui arrivent. Dans notre service, donc pour pousser des messages dans Kafka et en lire, ça se présente comme ça. On a ici, pour ajouter un message, tout simplement, on récupère notre template qu'on a configuré dans la classe qu'on a vue juste avant. On envoie, on précise dans quel topic, donc topic message, et on envoie le contenu du message qu'on veut. Idem pour les images. Et pour venir lire comme ça en temps réel les données qui viennent de Kafka, ici on a une annotation qui s'appelle Kafka Listener, dans lequel, pareil, on précise le topic. Donc on vient lire ici le topic message. Et on le pousse ensuite dans la socket, on précise, et le front va comme ça récupérer les différents messages. Voilà un peu pour le code. Alors, avec le recul, il y avait mieux à faire. En fait, ce qui est embêtant dans l'architecture que j'ai fait, c'est que tout passe par cette appli. Alors qu'on n'a pas vraiment découplé les consumers et les producers. Alors, la contrainte de temps a fait que j'ai cherché à faire quelque chose de fonctionnel. Mais il aurait été intéressant de couper ça en plusieurs applis, lancer plusieurs applis Spring Boot, par exemple, avec pourquoi pas créer des groupes pour pouvoir récupérer un peu en parallèle les traitements, les différents messages, effectuer des traitements, etc. Donc il y a quand même d'autres choses pour perfectionner, mais c'est quand même une bonne base de laquelle maintenant on peut partir pour s'amuser. Voilà. Tu veux qu'on passe aux questions ? Oui, c'est à peu près tout pour ma présentation. Alors, je sais que ça demande quand même, ça mixe pas mal de notions. C'est compliqué d'être assez exhaustif et de rentrer précisément dans tout. Donc, j'essaie de survoler un peu. Mais s'il y a des points qui sont pas assez clairs, sur lesquels je suis passé trop vite, n'hésitez pas, je peux revenir un petit peu sur tout. Et voilà, dites-moi. Je pense. Merci, vous voyez Jordan. Là. Donc, si vous voulez poser une question, vous pouvez soit le faire par le chat, soit vous pouvez aussi activer votre micro et poser la question tout simplement. Kevin en a posé une sur le chat. Martin. Plusieurs consommateurs, c'est le consommateur qui garde la trace de ce qu'il a eu. Comment se passerait la purge des... Attends, je vais te la lire. Donc, la question est, de Kevin, si plusieurs consommateurs, c'est le consumer qui garde la trace de ce qu'il a lu, comment se passerait la purge des messages au niveau de l'émetteur, fréquence rapide, où on choisit? Alors,
les données restent dans le Kafka. C'est ce que je dis, en fait, on configure une retention policy, on peut fixer ça par exemple à 24 heures, et quoi qu'il arrive, peu importe qui a lu les données, le nombre de consommateurs, Kafka gardera les données 24 heures. Donc, comme on a dit également que les données sont écrites physiquement sur des disques, Kafka peut même tomber pendant quelques heures. C'est toujours embêtant, mais c'est pas grave. Une fois qu'il redémarre, les messages ont été gardés en mémoire 24 heures. Donc le consumer, après, il garde de son côté s'il a envie, mais Kafka, dans tous les cas, gardera l'information. Alors après, il y a une autre question. Est-ce que Kafka sans Docker, c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait au début pour éviter de tout mélanger et que rien fonctionne sans que je sache d'où ça vient. Donc au début, j'ai d'abord juste lancé mes applis sur mon poste avec un Kafka qui tourne pareil en local. Et ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Une troisième question de Kevin. Si le consumer n'est pas dans la même appli, quelles sont les informations obligatoires? Alors lui, il précise l'URL de Kafka, le nom du topic, des clés, etc. Alors, s'il n'est pas dans la même appli, les infos, donc c'est justement, oui, l'URL de Kafka, et on lit un topic. Alors après, selon le niveau de complexité, c'est ce que je montrais, il peut y avoir des partitions, ce genre de choses. Donc là, on peut configurer en plus s'il y a des partitions. Là, dans mon exemple, c'était quelque chose d'assez basique où il y a une seule partition, donc il y aurait besoin juste de l'adresse de Kafka et son topic. Mais oui, si on découpe ensuite, il faudrait les partitions et comment on lit la partition. Ensuite, on a une question de Tony. Est-ce que les ESB sont voués à disparaître ou est-ce qu'on peut utiliser les deux en même temps? Alors, Kafka, comme on a vu, ça reste quelque chose d'assez simple. On pousse un message dans une file et ensuite, on vient lire cette donnée en brut. Il n'y a pas vraiment de traitement intermédiaire. C'est aux applications qui viennent lire les messages d'effectuer les traitements. Là où un ESB fait des traitements un peu plus complexes, ils peuvent modifier les données à la volée. Ça peut permettre de dialoguer avec des plus vieux systèmes comme des mainframes ou ce genre de choses. Là où Kafka, ce ne sera pas vraiment possible. Alors, faut vraiment qu'il y ait un connecteur qui est prévu pour, histoire qu'on puisse brancher les différentes applications. Donc les deux peuvent très bien vivre dans un même écosystème avec chacun leur fonction. Alors, ensuite, on a une question de Loïc sur un setup où il y a plusieurs serveurs de backup par partition. Est-ce que toutes les écritures doivent se faire sur le master? Nous, en fait, ça reste assez transparent pour nous, le système de réplication. Nous, on lui précise, en gros, on a vu, c'est un paramètre lorsque je démarre Kafka. Mais ensuite, lui, il gère lui-même ses backups. Donc, nous, c'est transparent pour nous. On écrit dans Kafka, dans le topic, et lui, derrière, il va gérer ses réplications lui-même. Et ce sera tout à fait transparent pour nous. Alors ensuite, Julien, est-ce qu'il y a des limites en termes de transfert de fichiers sur la taille ou autre chose? Alors, on a vu qu'il peut y avoir autant de partitions qu'on veut, qui peuvent être sur des serveurs différents. Par contre, une partition ne peut être que sur un serveur. Donc, la limite de la taille de ce que tu peux mettre, c'est la limite de taille de ton serveur. Donc, je pense que c'est quand même assez gros. Mais sinon, il faudrait découper en gros ce qu'on stocke dedans. Mais non, sinon, il n'y a pas vraiment de limite de taille, quoi. À chaque fois qu'on voudra, au fur et à mesure que le système Kafka va grossir, on remplira juste des nouvelles partitions sur d'autres serveurs, si on l'a fait configurer comme ça. Et ça peut du coup monter comme ça très très haut. Alors, il y a Tony qui rebondit sur la question de Julien. Est-ce que c'est possible d'envoyer des vidéos? Et est-ce qu'il y a un lecteur pour intégrer pour ces vidéos? Alors, possible d'envoyer des vidéos, probablement, oui. Tout dépend de comment tu encodes en gros ce que tu envoies. Le lecteur vidéo, non. Enfin, toi, tu vas récupérer de la data. Après, ce sera ton flux vidéo que tu vas récupérer. Après, c'est à toi de traiter ce flux et de l'afficher. Mais oui, un flux vidéo pourrait passer. Et ensuite, on a Alexandre qui nous demande les différences avec un RabbitMQ. C'est ce qu'on a vu au début, RabbitMQ, donc c'est des queues. Tu peux pas, en gros, créer différentes, enfin que je sache, tu peux pas créer différentes partitions comme ça à la volée, en créer sur d'autres serveurs. Tu as une file et une fois que celle-ci commence à être pleine, tu commences à avoir des problèmes. Et la dernière question d'Olivier pour le moment, hein, sauf si vous en avez d'autres.
Est-ce que Kafka est bien open source ou est-ce qu'il y a des fonctionnalités ou des modules payants? Alors, Kafka en lui-même, il est open source. Ce que j'ai dit derrière, c'est que ça a été récupéré un peu par Confluent derrière. Donc, c'est une société qui a récupéré un peu le code source et qui fait des choses de son côté, qui propose des connecteurs ou des solutions déjà un peu plus intégrées où il y a moins de choses à faire. Et là, eux ont des plans un peu payants ou gratuits ou payants selon ce qu'on veut en faire. Donc, il y a un peu les deux qui existent, mais Kafka en lui-même, c'est open source. Ouais, après, ils vont proposer de la maintenance ou des notions comme ça. Ça, j'ai vu des intégrations plus faciles quand on veut l'intégrer à une base de données ou ce genre de choses. Je ne suis pas rentré vraiment dans les plans de ce qui est proposé, mais il y a des choses qui sont proposées en plan payant. Ah, une autre question de Xavier. Xavier qui arrive bientôt chez nous. Est-ce qu'on peut visualiser les records comme on visualise le message d'une ActiveMQ? Enfin, quand tu visualises les messages d'une ActiveMQ, en fait, c'est un logiciel derrière qui va lire la queue, je présume, mais qui te le restitue de façon graphique. Donc, tu peux faire l'équivalent de côté Kafka. Alors, j'ai pas vu de choses préintégrées qui te proposent un beau menu avec où tu navigues dans tes topics, etc. Mais c'est possible de le faire, quoi. Tu peux lire un topic depuis le début. Donc, à partir de là, tu peux faire une appli qui va lire tes topics et qui te restitue, dans lequel tu pourras cliquer et qui va dépiler tous les messages qui sont contenus dans un topic. Mais j'ai pas trouvé de solution préintégrée qui te propose le menu, en tout cas. Merci. Ok, on a fait le tour de toutes les questions. Est-ce que vous en avez d'autres? À Maxime, pour une UI bien sympa, on peut passer par AKHQ. Je sais pas si tu connais. Je connais pas, mais c'est très, très bon à apprendre. Ben voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus beaucoup, qu'on a tout épuisé. T'en as une autre? Alors, de ce que j'ai vu, Kafka sera autonome, donc je pense qu'il va être intégré à Kafka, ou Kafka va gérer lui-même. J'ai pas trop creusé le sujet. J'ai vu que Kafka, normalement, elle est intégrée. Donc, ok. Voilà. Et ben en tout cas, attends, je vais reprendre le micro chez moi. Vas-y. Fais attention à l'écho. Je vais couper le mien. Le tien. Hop, hop. En tout cas, merci beaucoup à Jordan pour avoir travaillé sur le sujet, sa participation. Il y avait beaucoup de monde. À un moment, j'ai regardé les participants. Je crois que vous étiez 48 ou 49. Donc, c'est pas forcément un exercice très simple, surtout quand on n'est pas habitué à le faire. Donc, c'est plutôt cool de sa part de s'être prêté au jeu. En plus, c'est en visio, il est devant un écran et tout. Donc, voilà, je tiens à grandement le remercier pour ça. Sachez que on va essayer de se fixer un rythme d'une DLL tous les à peu près un mois et demi. La prochaine aura lieu le 22 avril. Elle sera animée par Anna Banuk, qui est plutôt côté data. Et elle va vous parler de machine learning, une introduction au machine learning, et aussi de DataIQ, qui est un outil sur lequel elle est en train de travailler chez OVH. Donc DataIQ, c'est un outil qui va permettre de faire du machine learning beaucoup plus simplement qu'en écrivant des scripts R ou Python à la main. Et ça va aussi permettre de faire pas mal de data prep pour ceux qui connaissent. Donc c'est tout le traitement de la donnée pour la transformer, etc. Mais de manière hyper assistée avec des composants propres à DataIQ qu'on appelle d'ailleurs des recipes, des recettes. Donc voilà, vous recevrez bientôt l'invitation pour ce prochain DLL là. Bon, on risque de casser un peu le rythme avec les vacances d'été parce qu'il y aura forcément un peu moins de monde. Mais je pense qu'il y en aura une cour en juin et après on va revenir en septembre pour les suivantes. Donc si vous avez envie de faire comme Jordan et animer vous aussi une DLL, eh bien n'hésitez pas à nous le préciser, à Dorothée, souvent c'est elle qui centralise toutes ces informations-là. Vous lui dites sur quel sujet vous pensez que ça serait intéressant d'avoir une DLL ou si vous êtes chaud, vous, pour en faire une. Donc, n'hésitez pas à prévenir Dorothée.
Et après, je vous propose un petit truc. Pour ceux qui ont envie, ils peuvent tous activer leur caméra et faire un gros sourire. Comme ça, on se fait une petite capture d'écran pour mettre après sur LinkedIn, ouais, sur LinkedIn ou Facebook avec les têtes de tout le monde. Ça marche. Martin, On va voir compléter, si le réseau. Pour le ouais, truc. Martin, juste pour compléter par rapport au Alors, prochain il y en a DLL. François, tu parles, mais je sais pas. Ouais. Ah oui, Ouais, pardon, c'est moi qui avais ouais. mon enceinte déconnectée. Juste pour préciser, sur le prochain DLL du mois de juin, ce sera fait par Alexis Branlant qui nous rejoint sur les méthodologies de développement dans le front. Alexis va nous rejoindre en avril et il reprend une partie de l'activité des devs front. Ok. Ça Voilà. marche. Ouais, c'est cool, vous êtes plusieurs à jouer le jeu là pour la caméra. Ouais. Alors, je suis dans mon appartement new-yorkais, hein, vous avez vu? Ouais, bah, il est beau, hein. Ouais. Mais vous êtes plusieurs à avoir. Vous êtes en coloc, non? Voilà. Parce que je vois souvent cet appartement. Ouais, c'est vrai, on le voit souvent. Je savais qu'il y avait plein de monde du Nice qui étaient en coloc ensemble. Ah merde. Fais vite, Martin, pour enlever cette photo, merci beaucoup. Quoi? Fais vite pour enlever cette photo, s'il te plaît. Ben, en elle fait, est bien, elle est bien. Mais oui. j'ai essayé Elle est en de. forme. Je galère un peu avec derrière. les captures d'écran, je suis pas un spécialiste. Et peut-être qu'on peut essayer de faire tout ce coucou à un moment. Allez, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ouais, nickel. Je sais pas si j'ai vraiment tout le monde bien, mais on verra bien après. Au pire, Elle est on fera un meilleure, petit je pense. montage. Bon, super. Et alors, je rebascule. Ou non, vous voyez toujours. Ah oui, c'est ça la photo que tu parlais, Olivier. Ouais. Derrière, là. Vous la voyez toujours, en fait. OK. Et ben, sur la slide suivante, vous avez encore une photo. C'est si vous avez aimé, n'hésitez pas vous aussi à soit à partager les posts qui seront au nom d'Unis ou Axi, soit à créer le vôtre. Je vois que vous êtes plusieurs à nous envoyer des photos de vos raviolis, etc. Vous pouvez aussi le mettre sur Facebook ou LinkedIn ou autre et ça nous fera hyper plaisir. Et En tout Martin, cas, merci pour l'orga. C'est Ouais. super. Ouais, alors je suis loin d'être le seul derrière cette organisation parce que vous avez tous reçu des petits colis et il y a eu, je pense, Il y a beaucoup de une colis. bonne 12 ou quatorzaine de mains qui ont fait vos colis entre l'achat des boîtes en carton, de la frisure, des différents ingrédients qui la composent et après pour tout mettre à l'intérieur, coller l'étiquette pour la poster, rajouter le petit mot sur le colis, etc. Il y a plein de monde qui était derrière tout ça, donc c'est surtout tous ces gens-là qu'il faut remercier. Et à vous d'avoir participé parce que du coup, ça nous motive à le refaire et à essayer de trouver des nouvelles idées pour vous faire plaisir sur ces DLL. Voilà, merci à tous et puis bonne fin d'appétit à ceux qui n'ont pas terminé. Merci Martin, merci Jordan. Bonne journée à tous. Merci. Et vivement le prochain. Salut. Merci à tous. Bonne Ciao. journée. Salut! Ciao. Merci.